tout le monde d'être là à la conférence. Peut-être vous ne savez pas pourquoi vous êtes là. Moi non plus. C'était le seul moment où on rigole. Du coup, Audrey Sprit, j'ai consultante en transformation digitale chez Solutions Hobby. Alors du coup, j'ai pas de certification, il fallait mettre nos certifications. J'en ai pas, du coup, je voulais savoir si vous vouliez bien m'attribuer le titre de la plus culottée d'être là et de faire une conférence. Mais sinon, j'ai 11 ans d'expérience dans le marketing international, donc 4 ans dans le digital product. Et je suis passée de métier à consultante depuis janvier. Donc je suis toute neuve, mais j'ai plein de choses à vous raconter et à vous partager. Donc les sponsors sans qui cet événement ne pourrait avoir lieu, et en particulier, Solutions. Eh bien oui. Ok. Donc le titre de cette conférence, c'est le guide de l'auto-sabotage dans le cadre d'un projet de transformation numérique d'une entreprise. Par exemple, dans la mise en place de la suite collaborative Microsoft 365. Oui, tu peux. Dans le template de nos gentils organisateurs, je ferai une introduction. Ensuite, il était prévu de faire la thèse, l'antithèse et une démonstration. Moi, je vais juste lister des trucs plus ou moins intéressants. On verra si ça vous plaît. Et surtout que je sais que vous allez retenir que 10%, donc je ne vais pas m'embêter à faire une thèse sur le sujet. Et enfin, je ferai une conclusion, parce que c'est toujours bien de conclure un sujet. C'est tout perdu. C'est autonome. Trop bien, ça marche. Oui, donc c'est une conférence, donc ça va être chiant et lourd. Voilà, c'est tout. Il y aura une introduction, comme j'ai dit tout à l'heure, et même une conclusion. Il faut que ce soit un peu sérieux, sinon c'est pas crédible. Du coup, cette conférence, elle est inspirée en fait d'une conférence d'Émilie Esposito, qui est coach agile à la Ciotat, donc qui parlait de l'autosabotage en entreprise, donc plutôt de manière générale, je l'ai pas adapté ici. Et en fait, cette conférence est inspirée d'un guide, le manuel de sabotage simple sur le terrain. Et comme j'ai dit que c'était chiant et lourd, donc je vais lire ma fiche. Donc en 1944, la CIA, enfin à l'époque l'OSS, pendant la Seconde Guerre mondiale, avait rédigé ce guide de l'auto-sabotage afin d'entraver l'ennemi de l'intérieur. C'est Simple Sabotage Field Manual. Je trouve que ça claque un peu plus en anglais. Dans ce manuel, on trouve des instructions qui sont intéressantes et qui pourraient vous faire sourire. Du coup, j'en ai mis quelques-unes. Par exemple, pour les opérateurs de train, donner de mauvais tickets aux voyageurs afin de les faire arriver à la mauvaise destination. Donner 2 tickets pour le même siège, histoire de provoquer des retards. À l'approche du train, ils peuvent aussi prolonger le processus de vente du ticket, par exemple en évitant de l'imprimer et puis en l'écrivant le plus lentement possible. Et veiller aussi à ce que les informations sur les panneaux soient erronées, voire incompréhensibles. Je voulais savoir si ça vous dit quelque chose et si vous avez pu récemment avoir ce genre de comportement dans les trains. Non ? Pas tant que ça, alors ça va. L'autosabotage est resté en 1944. Et sinon aussi dans les organisations, il y a d'autres exemples ici. Donc il est encouragé de faire des discours, de parler aussi souvent que possible et le plus longuement possible, d'illustrer les points par de longues anecdotes et récits d'expériences personnelles, par exemple. Il y a aussi revoir les éléments qui ont été décidés à la réunion d'avant. Comme ça, au moins, on remet tout sur le tapis à chaque réunion, c'est sympa. On peut aussi ne pas commander de nouveaux matériaux, oui, c'est ça, de travail, pour que comme ça, quand il n'y a plus de stock, on attend d'avoir commandé les nouveaux matériaux pour pouvoir reprendre le travail. Et puis, la dernière qui est plutôt rigolote, appliquer tous les règlements à la lettre, à la dernière lettre, c'est écrit.
Et là, dans ces règles-là, il n'y en a pas que vous rencontrez un petit peu en entreprise quand même? On va partir en réunion. Le premier aussi est discours. C'est ça que. Et puis, ouais, et puis les anecdotes, enfin, vous avez sans doute des collègues qui aiment bien parler de tout et de faire traîner tout, enfin voilà. Donc, du coup, ben, ça, c'est les exemples qui existaient dans ce manuel. Là, je vais essayer de transposer dans la transformation digitale. Et du coup, on va voir quelques suggestions. Il y en a 7 au total pour un sabotage simple. Hop, 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 hop. Je suis perdue dans mes fiches. Alors, première suggestion d'auto-sabotage, c'est de penser que la transformation digitale, ce n'est qu'une question technologique. D'ailleurs, il y a Einstein qui était un petit peu inquiet sur le sujet et qui craignait justement que les interactions humaines soient mises après les interactions technologiques et du coup suppose que le monde soit une génération d'idiots. Voilà, c'est cadeau pour la citation qui fout le bourdon. Alors, de quoi on parle ? De déploiement de solutions technologiques. Point. C'est tout. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire des milliers de licences onéreuses achetées, non utilisées ou utilisées que partiellement. Et sinon, si on pouvait faire autrement que de l'auto-sabotage, on pourrait s'intéresser aux utilisateurs et les embarquer avec un plan d'adoption adapté à leurs problématiques. Alors, autre suggestion. Pensez que la transformation digitale est un projet du service IT. Du coup, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le projet, il est géré sur un seul axe. Un service, alors j'ai pris IT, mais ça peut être n'importe quel service qui se dit hey, si on déployait des outils et on faisait une transformation digitale, mais juste de nous vers tous les utilisateurs. Par exemple, est-ce que vous savez combien il y a de métiers différents à la SNCF ? Je sais pas, qui est-ce qui a un chiffre ? Ils sont tous. Quasiment tous. Non, mais toi, tu connais la réponse. Je sais pas. Qu'est-ce que vous... Je sais pas, à peu près. Non, tous les métiers. Tu as, par le dentiste, mais tu dois avoir le médecin, l'infirmière, le maçon, l'électricien, le mécanicien, tous. Le brasseur. Ouais. C'est ça, il y a plus d'une centaine. Il y en a 150. Et en fait, du coup, si on gère un projet, donc c'est un service qui va gérer pour tous les utilisateurs, quels que soient leurs autres services, c'est un peu laborieux, quoi. Et pas sûr que ça marche. Du coup, il n'y a qu'un seul service qui est impliqué dans le projet. Du coup, le projet, il est mal perçu. Hein. Par exemple, on leur dit, voilà, on vous met à disposition des outils, et puis maintenant, vous les utilisez, quoi. Même si c'est pas adapté à votre problématique de service, de métier, on s'en fiche, quoi. Et puis, du coup, les outils, ils sont peu ou mal utilisés. S'il y a de la formation, elle est inefficace. Parce qu'en fait, encore un outil, encore une formation, tu me saoules. Et du coup, les demandes de support, ça augmente. Du coup, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? On pourrait envisager le projet à 360 degrés en impliquant chaque service de l'entreprise. Par exemple, si on implique le service communication, un service IT, on doit mettre à jour les licences vers Microsoft 365. Si on implique le service com, leur métier, c'est un peu la com. Alors du coup, ils vont carrément pouvoir nous épauler aussi sur la communication projet. Si on intègre le service RH, le service RH, ils vont pouvoir aussi nous épauler sur la partie formation. Voilà, donc il y avait une autre conférence où ils disaient attention de bien mettre le service IT dedans, mais pas que du coup. RH comme c'est super important et en fait, impliquer tous les services de l'entreprise, c'est super important. Donc, une autre suggestion, ce serait de penser que transformer l'entreprise doit se faire le plus rapidement possible, parce que c'est urgent, parce qu'on est en retard par rapport aux concurrents, etc. Donc ça, c'est une suggestion. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Qu'est-ce que ça peut donner comme réponse ? Déjà, pourquoi on doit aller vite ? Déjà parce que les chefs, ils se disent que plus ça va vite, moins ce sera cher. Ils pensent peut-être aussi que plus ça ira vite, plus... pardon,
plus on va rattraper notre retard par rapport à la concurrence. Ouais, c'est sûr que c'est pas mal. Et du coup, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que oui, on aura mis en place les outils dans un temps record, mais en fait, les efforts, ils seront concentrés sur quoi? Le déploiement de nouveaux outils. Sauf que là, on parle quand même d'outils, si on passe de, je sais pas, Microsoft, une version avant les versions collaboratives vers les versions collaboratives Microsoft 365, il y a un gap quand même. Et donc, si on ne déploie que les outils, tenez, il y a Teams. Ouais, bah, si on ne connaît pas Teams, ça va être compliqué quand même. Du coup, on se concentre que ça, et du coup, on n'accompagne pas les utilisateurs. Du coup, on a les outils qui vont pas être compris. Alors, j'ai mis une petite citation hyper... voilà, je suis obligée de mettre ça. Toute ressemblance avec les faits et les personnages existants ou ayant existé serait purement fortuite et ne pourrait être le fruit de pure coïncidence. Par exemple, un utilisateur qui a Teams, qui ne sait pas que c'est un Teams public et qui va y mettre toutes les fiches de paie de tout son service. Voilà, et qui est retrouvé après sur Delve dans un autre service. Et puis pire encore, c'est que ben voilà, on vous a fourni des outils, sauf que les utilisateurs, ben, comme ils n'ont pas été accompagnés, ben, ils comprennent pas ces outils, et donc ils vont utiliser d'autres outils qu'ils connaissent et qu'ils vont mettre en place, genre la communauté des commerciaux qui balance les chiffres des grands comptes sur WhatsApp. Ça peut être sympa. Donc sinon, ben, en fait, je crois que vous allez voir que sinon c'est souvent faire un plan là, un plan de déploiement et surtout un plan de change et accompagner au mieux les utilisateurs là-dessus. Hop, je vérifie que j'ai rien oublié. Ah ouais. Alors du coup, s'il y a quand même, on parle de plan de change, d'accompagnement utilisateur, ça veut dire aussi multiplier la façon dont on va les accompagner. C'est-à-dire qu'on ne va pas juste faire mettre à disposition une plateforme d'e-learning, parce que déjà, non seulement on leur impose des outils, et en plus on leur dit, bah, maintenant tu vas sur cette plateforme-là pour apprendre à les utiliser, personne qui va le faire. Donc voilà, il y a plein de multitudes de façons d'accompagner des utilisateurs. Ça peut être des webinaires, ça peut être mettre en place ben voilà, des petits, c'est ce que tu as fait Olivier, des petites news à partir de SharePoint avec un mode opératoire sur un sujet précis, genre ben, quoi faire avec Excel sur tel sujet, quoi faire avec Teams sur tel sujet. Voilà. On a quand même des outils qui permettent aussi de mettre en place ce plan de change. Alors, comme on est dans le guide de l'auto-sabotage, on a aussi une autre façon de voir les choses et du coup, on arrive à de dire autre chose. Donc, le contraire de ce que je viens de dire, c'est-à-dire, juste avant, c'était ça urge et il faut transformer l'entreprise et là, c'est juste, en fait, inutile. En fait, on va même pas le faire. Ça sert à rien. On va juste moderniser. Ouais, d'ailleurs, c'est quoi la différence moderniser ou transformer? Je ne sais pas si vous connaissez cette différence. Non. Moderniser, c'est quelque chose qui existe et on le fait évoluer. Ouais. Transformer, c'est un changement. Exactement. Ouais, c'est ça. C'est que moderniser, on va peut-être, je sais pas, avoir quelque chose qui va un peu évoluer et puis ça va être quelque chose sur un temps court. Par contre, transformer, ouais, c'est quand même quelque chose d'un peu plus costaud. Et c'est pour ça que c'est important qu'à chaque fois, il y ait écrit plan de change ou plan de déploiement. Du coup, bah, ça veut dire quoi qu'on a toujours notre Minitel? Ça veut dire qu'on a des licences obsolètes, rien ne change. Ou carrément, les licences, elles sont mises à jour parce que ben, notre éditeur, il nous a dit de mettre à jour les licences. Voilà, on l'a fait. C'est tout. Du coup, encore, pas de plan d'accompagnement pour les utilisateurs. Ce qui veut dire aussi, et ça c'est quand même un sacré risque, c'est que j'ai pas mis d'ailleurs, risque de sécurité hein, quand même. Hein. S'il y a des nouvelles versions, c'est aussi pour les risques de sécurité. Incohérence des licences aussi. On va travailler avec différents métiers. Imaginons je sais pas, si l'entreprise elle a plusieurs services IT. Sur une partie de l'entreprise, on va mettre les licences à jour et de l'autre côté, on va rester en obsolète. C'est pareil, hein, tout ce que je dis, hein, toute ressemblance avec des faits, c'est purement fortuit. Du coup, incompatibilité, voilà, forcément. On imagine qu'on envoie un fichier Excel
fait avec le vieux et à quelqu'un qui est sur Microsoft 365, ça va pas bien marcher. Ou sinon, on peut encore. Et pareil, je répète, toute réforme dans l'effet. Mais du coup, par exemple, on pourrait migrer des fichiers Excel obsolètes sur SharePoint. Je sais pas si vous avez déjà essayé, c'est super rigolo. Ça marche pas bien. Et du coup, ben forcément, les supports, les demandes de support, ben ça va grossir. Et donc, du coup, ben oui, mettre à jour les licences, hein, oui, mais avec un plan de déploiement, pourquoi pas. On pourrait se dire, ben on va déjà déployer un des outils Microsoft 365, surtout si on part sur une version qui n'est pas collaborative, et peut-être même une version qui n'avait pas Teams. On arrive sur Teams, et voilà, on accompagne l'utilisateur sur son usage de Teams. Comment on l'utilise, à quoi ça sert. Et puis après, dans un temps 2 et pas trop long après, parce que pareil, donc je vais pas revenir en arrière. Mais bon, si on attend 2-3 ans entre Teams et SharePoint, ça passe pas très bien parce qu'ils ont du mal à percevoir la différence entre Teams et SharePoint. Et du coup, c'est tout aussi difficile de mettre en place voilà, les nouveaux outils. Hop. Alors, une autre suggestion d'auto-sabotage, ne pas réserver de budget pour la transformation digitale. Ça va se faire tout seul. Ça va se faire tout seul. De toute façon, c'est juste des nouvelles licences. Alors du coup, les nouvelles licences, elles coûtent peut-être de l'argent. Je sais pas. Du coup, on négocie les coûts au plus bas. Ça veut dire quoi, négocier les coûts au plus bas? Ça veut dire déjà, on va avoir toute une série une armée formée à taper sur une armée au service achat, formée pour taper sur le fournisseur. Tu fais le coût le plus bas possible. On va se dire aussi, on a besoin de combien de licences? On a combien? 130 salariés, 130 licences. Et puis on va prendre les plus petites licences parce qu'on n'a pas besoin de grand chose, quoi. Juste Word, quoi. Sur Microsoft 365. Du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà que en fait, l'entreprise, elle va grandir, c'est ce qu'on lui souhaite. Donc, du coup, 130 licences, ce sera pas suffisant. Genre, même au moment où on va l'acheter, il y en aura besoin de 131 le lendemain. Donc, voilà. Et la 131e, elle va vous coûter un bras. Voilà. Les types de licences, ils seront inadaptés. Du coup, en fait, les utilisateurs, ils vont galérer, mais chez galérer à travailler avec ce qu'ils ont. Genre s'ils avaient la licence en mode web, là. Ok. Du coup, bon, on va devoir upgrader les licences. Ça va coûter le deuxième bras. À la fin, vous restez, il reste que votre tête de squelette. Et vous n'avez pas de budget supplémentaire non plus pour d'autres outils. Genre Power BI, on n'a pas besoin. Power Platform, pas besoin. Et du coup, forcément, demande de support croissante. J'aurais pu la mettre aussi sur chaque slide de celle-là. Du coup, alors on est chez Biwi, enfin, vous avez plein de partenaires ici. Donc, être accompagné par un expert de confiance, c'est bien de voir un partenaire de confiance sur cet achat de licence. Qu'est-ce qu'il va faire, ce partenaire? Il va négocier le prix au plus juste et pas au plus bas. Il va penser à la croissance de l'entreprise. Et il va aussi surtout réfléchir à quelles sont les typologies de métiers qu'il y a dans votre entreprise. Et vous savez, vous allez avoir peut-être besoin de cet outil-là. Prévoyez un petit budget supplémentaire si vous ne voulez pas tout de suite, mais sachez-le. Un partenaire de confiance, ça va vraiment bien vous aider et éviter tout ce bazar. Parce que quand on est utilisateur et que finalement on avait besoin de Power BI et qu'on se fait rejeter comme des malpropres et qu'on aimerait bien bosser quand même, c'est quand même vachement embêtant. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu cette situation. Alors, du coup, autre suggestion, ce serait de traiter la transformation digitale comme un projet. Alors, ça a été abordé dans une autre conférence, avec un début et une fin. Vous savez ce que c'est un projet, je suppose. Du coup, ça veut dire quoi? Je sais pas, est-ce que ça interpelle quelqu'un, le fait que ce soit un projet, qu'on parle de projet avec un début et une fin? Je sais pas si ça interpelle... Ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, une gestion de projet comme si on était en train de déployer, de construire un immeuble, par exemple. Et comme la gestion de projet de BTP. Et on fait comme ça parce que c'est comme ça qu'on a toujours fait.
Et en fait, du coup, qu'est-ce qui peut se passer? Du coup, déjà, ce qui ne va pas dans tous les projets de toute façon en cascade, c'est que le besoin, il va changer. Et là, d'autant plus, c'est que les outils en plus évoluent. Donc, l'évolution d'outils non prévus, comme tout projet, ça va prendre du retard. Donc, c'est gênant. Ça peut prendre beaucoup de retard. En plus de ça, on a des mesures qui nous indiquent l'adoption des outils, si les outils ont été utilisés ou pas. Et en fait, on peut se rendre compte aussi que si on a juste fait la transformation digitale juste comme ça, en mode projet, on se dit on démarre là maintenant, on finit là, et on va pouvoir aussi voir qu'en fait les mesures elles vont indiquer que votre façon de faire, comme il n'y a pas eu d'agilité dans votre façon de faire. Quand il n'y a pas d'agilité, ça veut dire qu'on ne s'intéresse pas aux key users. Si vous vous intéressez pas aux key users, forcément les outils ne vont pas être utilisés, ou en tout cas pas correctement. Et du coup, un exemple, les PC qui vont se saturer parce que personne va utiliser son OneDrive, quoi. Dommage de devoir cramer des disques durs quand on a OneDrive quand même, hein. Et toujours les demandes de support qui continuent. Et sinon, on pourrait en fait considérer la transformation digitale comme un projet agile. En fait, on pourrait tout à fait déployer, un peu comme j'ai présenté tout à l'heure, un outil à la fois, voir l'adoption, s'intéresser au métier, s'intéresser à chaque utilisateur, se partir de persona aussi, ça c'est super important. Suivre aussi au fur et à mesure le déploiement, peut-être aussi avec un tableau de bord, un outil de mesure qui va nous dire comment j'ai mis en place cet outil. Est-ce que, alors du coup des audits réguliers, est-ce que l'outil il a été bien perçu? Je vois qu'il n'est pas utilisé, on va peut-être refaire quelque chose. Voilà, en agilité, vraiment, on re-questionne et tout doucement, on va vraiment vérifier que l'outil est bien déployé, est bien compris et bien utilisé. Et voilà, j'en ai parlé aussi tout à l'heure, c'est varier les méthodes d'apprentissage. On ne va pas se contenter juste d'une plateforme e-learning. De toute façon, si on met en place une plateforme e-learning, juste si vous avez besoin de vous former, allez là, ça va vous coûter cher pour rien du tout, parce que je pense que personne n'ira, hein. À moins quelqu'un qui se fait chier dans l'entreprise, mais il faut peut-être s'inquiéter pourquoi il se fait chier dans l'entreprise, quoi. Donc, du coup, vraiment varier les méthodes d'apprentissage. Une plateforme e-learning, c'est sympa, mais il faut l'accompagner. On ne peut pas juste mettre ça et vas-y, débrouille-toi. Ça peut être sympa, surtout quand on se dit, on fait une session de formation, et puis vous allez retenir que 10%. Et du coup, il y a la plateforme si vous avez besoin de vous souvenir. Puis présentez comment elle fonctionne, la plateforme. Utilisez une plateforme qui est sympa, avec du snacking, quoi. Vraiment, juste cette partie-là, je me souviens plus exactement. Et pas des trucs de 2 heures. Donc, voilà. Hop. Alors, une autre suggestion, ce serait de penser que la transformation digitale, c'est le seul projet important du moment. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Ça aussi, ça fait partie du management de projet agile. C'est qu'en fait, on ne peut pas lancer juste un projet comme ça et dire « Ok, j'ai un projet, on le lance. C'est telle date, c'est maintenant et c'est tout de suite. » On l'impose. Hop, pouf, on l'impose à tout le monde. Alors, ça revient un peu au même avec les autres, ce qu'on a vu avant, sauf que, en fait, la main qui est là, c'est les équipes. Ils sont surchargés. En fait, chaque projet, ça dépend des projets, mais la plupart des projets, c'est du changement, c'est de la transformation. On change un ERP, bon, ça c'est du gros projet, mais par exemple, on change aussi, je ne sais pas, la façon dont on va réserver ses bureaux, la façon aussi, ce qu'on a vécu là avec le Covid, être tous à la maison, c'est quelque chose, c'est un projet de transformation à préparer. Et aussi, comment on fait pour revenir au travail? Comment on fait pour aussi, on a des bureaux, on a une capacité, je sais pas, de 40 bureaux, mais il y a 80 personnes qui doivent être installées. Et imaginons qu'il y a tous ces petits projets-là, plus des gros projets, plus on leur ramène ça, voilà, ils sont presque dead en fait. Et donc, du coup, il faut, ça c'est quelque chose vraiment, ça fait partie de la stratégie de la transformation digitale agile de David Autissier, je ne sais pas si vous connaissez,
qui est un expert de la transformation et qui s'est intéressé sur la transformation digitale dernièrement. Et en particulier, du coup, il propose une méthode de transformation digitale agile. Et sa méthode de cartographier les projets, c'est vraiment intéressant sur plusieurs axes. On a les axes forcément, voilà, combien il y a de projets, leur taille, et puis aussi à quel niveau qui ça touche dans l'entreprise. Et donc on cartographie aussi l'organigramme, les personnes. On peut aussi construire des personas, j'en ai parlé tout à l'heure, mais c'est important aussi de pouvoir qualifier les personnes qui vont être impliquées dans ce projet. Et du coup, encore mon plan d'adoption, j'y tiens. Hop. Et enfin, le dernier, on pense que tout le monde est d'accord avec moi, pardon. Tout le monde, vous êtes tous d'accord avec moi. Cette transformation, elle est nécessaire. Ça veut dire, c'est tout, faut la faire, quoi. On s'en fiche de votre avis, finalement. C'est un peu ça que ça veut dire. Ça veut dire deux fois. Ça veut dire que pensez qu'il n'y aura pas de résistance. Vous allez apporter votre projet. De toute façon, c'est trop cool, quoi. La suite Microsoft 365, c'est trop bien, quoi. On va apporter du rêve aux gens, quoi. Du coup, en fait, il y aura des résistances partout parce qu'on l'aura pas du tout anticipé. Et du coup, ça, c'est le chef de projet. Et du coup, voilà, c'est encore aussi des petites astuces proposées par David Autissier. C'est de faire un diagnostic et une étude d'impact. Quand vous faites un projet de transformation digitale, vos maîtres mots, ce sera le cadrage, l'analyse, la mesure d'impact et l'écoute. Ça paraît peut-être un peu lourdingue tout ça, mais en agilité, en toute intelligence, c'est pas si lourd que ça. Et surtout, on n'est pas tout seul. Ça revient à presque tout début de la présentation, c'est-à-dire qu'il faut impliquer tous les services et profiter de chaque compétence de chaque service. Si on s'appuie sur les compétences et par exemple le service marketing avec son réseau de ouf dans toute l'entreprise, le service marketing, il va nous aider aussi à faire de ce projet quelque chose qui est connu, reconnu et que tout le monde va pouvoir s'approprier plus facilement. Voilà. Du coup, au niveau de la conclusion, surtout ne prenez pas ce guide de l'auto-sabotage, n'auto-sabotez pas, surtout pas votre transformation digitale ou numérique. D'ailleurs, ça me fait penser à une question. Digital ou numérique pour vous? Toi, tu as une théorie là-dessus? Non. Numérique, c'est le terme français. Ouais, et digital en français, c'est les doigts. Donc, c'est tout. Vaut mieux dire numérique en français. C'était juste la petite. Et donc, voilà, une petite conclusion pour vous. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, la transformation d'une entreprise, c'est un projet à 360 qui implique tous les métiers de l'entreprise et surtout, ça va vous aider dans ce projet. C'est un projet sur le long terme qui n'a pas vraiment de fin. Et c'est quelque chose qu'on peut continuer au fur et à mesure. Ça ne veut pas dire que vous êtes pieds et poings liés avec un consultant ou qu'en tant que consultant, vous êtes pieds et poings liés à une société. Vous pouvez carrément les autonomiser sur justement avec de la formation et faire des communautés d'ambassadeurs, s'appuyer sur les citizen developers ou sur les early adopters pour pouvoir avoir du soutien et puis du backup et pour pas être justement tout seul dans cette gestion de projet. Et oui, un projet, ça nécessite, surtout un projet de transformation digitale, ça nécessite un budget sur plusieurs aspects. Ça peut être technologique, ça peut être surtout, et c'est surtout humain. On est en train de transformer, c'est une culture qu'on met en place, c'est une culture du changement, et c'est quelque chose qui doit être accompagné. Et donc, l'accompagnement humain, c'est pas juste une plateforme d'e-learning, ou juste, juste une formation une fois et puis c'est tout, quoi. En fait, c'est sur le long terme et de l'anticipation, un petit peu aussi un vrai plan d'adoption. Et ça nécessite du coup de la communication, du cadrage, du suivi et de l'écoute. Du coup, on a largement le temps. Je pense que j'ai parlé trop vite pour les questions. Je ne sais pas si vous avez des questions, des réactions, des idées.
Bon, bah voilà. Ok. Pourquoi t'as pas mis de petites phrases drôles sur la dernière slide? Je me suis dit que peut-être que ça allait pas aller. Oui, d'ailleurs, j'ai auto-saboté ma propre présentation en mettant plein de phrases drôles sur chaque slide. Je sais pas si vous aviez remarqué. Voilà, c'était aussi c'est comment de Inception aussi. Voilà, ben merci à tout le monde du coup pour votre écoute. Et puis j'ai un peu enfoncé des portes ouvertes, mais bon, ça donne des petites astuces pour justement essayer de penser à tout. Puis n'hésitez pas à vous faire accompagner, et puis ou sinon à vous former si ça vous passionne, hein. La transformation digitale et le changement agile, c'est aussi un sujet passionnant, enfin, que je trouve personnellement passionnant. Voilà. Merci.